Chapitre 2. L'orage se déchaîna toute la nuit, mais il n'arriva rien de particulier. Le lendemain matin toutefois, quand ils descendirent prendre leur petit déjeuner, la terrible tache de sang était revenue sur le sol. « Ça ne peut pas être la faute du superdétersif, dit Washington, car je l'ai essayé sur tout. Ça doit être le fantôme. » En conséquence, il effaça une seconde fois la tache, mais le matin suivant, elle était réapparue, et il en fut de même le troisième jour. Pourtant, M. Otis en personne avait fermé à double tour la porte de la bibliothèque et était monté se coucher en emportant la clé. La famille au complet était maintenant très intéressée par cette énigme. M. Otis commença à se demander s'il n'avait pas été trop dogmatique dans sa façon de nier l'existence des fantômes. Madame Otis émit l'intention de s'inscrire à la société de psychisme et Washington élabora une longue lettre destinée à M. Myers et Podmore sur la question de la persistance des taches sanglantes ressortissant au crime. Cette nuit-là, les doutes concernant l'existence objective des apparitions furent balayés à jamais. La journée avait été chaude et ensoleillée, et dans la fraîcheur du soir, toute la famille était sortie se promener en voiture. Ils ne rentrèrent pas avant 9 heures du soir et prirent un souper léger. Il ne fut pas un instant question de fantômes au cours du repas, si bien que ces conditions premières de réceptivité qui précèdent souvent la manifestation de phénomènes psychiques n'intervinrent pas. Les sujets débattus, ainsi que je l'ai appris depuis par la bouche de Madame Otis, se limitèrent à ceux qui constituent la conversation courante d'Américains cultivés de la classe la plus élevée, telle que l'immense supériorité de Miss Fanny Davenport sur Sarah Bernhardt comme actrice, la difficulté d'obtenir des épis de maïs vert, des galettes de sarrasin et de la purée de maïs, même dans les meilleures maisons anglaises. L'importance de Boston dans le développement de la spiritualité mondiale, les avantages du système d'enregistrement des bagages dans les voyages en chemin de fer et la douceur de l'accent new-yorkais comparé au ton traînant des londoniens. Aucune allusion ne fut faite au surnaturel ni à sœur Simon de Canterville. À 11 heures, la famille se retira et une demi-heure après, toutes les lumières étaient éteintes. Quelque temps plus tard, M. Otis fut réveillé par un bruit curieux dans le couloir à hauteur de sa chambre. On eût dit un tintement de métal qui semblait se rapprocher peu à peu. M. Otis se leva aussitôt, gratta une allumette et consulta sa montre. Il était exactement 1 heure. M. Otis était très calme, il prit son pouls qui n'avait rien de fébrile. Les sons étranges se prolongeaient et s'y ajoutant, M. Otis perçut distinctement un bruit de pas. Il chaussa ses pantoufles, sortit une petite fiole oblongue de sa valise et ouvrit la porte. Juste devant lui, dans un pâle rayon de lune, se tenait un vieil homme d'aspect terrible. Ses yeux étaient aussi rouges que des charbons ardents. Ses longs cheveux lui tombaient sur les épaules en mèches s'entremêlées. Ses vêtements de coupe antique étaient souillés et déchirés. À ses poignets et à ses chevilles pendaient des peux en fer mangés de rouille. « Cher monsieur, dit M. Otis, je vous prie instamment de huiler vos chaînes. Je vous ai apporté dans ce but une petite bouteille de lubrifiant indien. On le dit d'une parfaite efficacité après une seule application, et l'emballage comporte plusieurs témoignages en ce sens, dus à quelques-uns de nos plus éminents ecclésiastiques. Je vais vous le laisser ici à côté des quinquets, et je serai heureux de vous en fournir un peu plus si vous en avez besoin. » Sur ces mots, le ministre des États-Unis posa le flacon sur une console de marbre et, refermant la porte, regagna son lit. Un instant, le fantôme de Canterville resta immobile, figé par l'indignation. Puis, projetant avec violence la bouteille sur le parquet luisant, il s'élança le long du couloir en poussant des grognements caverneux et en émettant une affreuse lumière verdâtre. Cependant, comme il parvenait au sommet du grand escalier de chêne, une porte s'ouvrit à la volée, 2 petites silhouettes drapées de blanc apparurent et un énorme oreiller lui frôla la tête. Il n'y avait de toute évidence pas une seconde à perdre, aussi optant dans le but de s'éclipser pour la 4e dimension de l'espace, il s'évanouit à travers les boiseries et le calme revint dans la maison. Comme il atteignait une petite chambre secrète dans l'aile gauche, il s'appuya contre un rayon de lune pour reprendre son souffle et tenta de faire le point sur sa situation. Jamais, au cours d'une brillante carrière ininterrompue de 300 ans, il n'avait été aussi grossièrement insulté.
Il songea à la duchesse douairière qu'il avait tant effrayée en apparaissant dans le miroir où elle se regardait avec ses dentelles et ses diamants. Aux 4 caméristes prises d'hystérie lorsqu'ils se contentaient de leur grimacer un sourire à travers les rideaux d'une des chambres d'amis. Au recteur de la paroisse dont il avait soufflé la chandelle tandis qu'il rentrait très tard une nuit de la bibliothèque et qui depuis, ravagé de tics nerveux, était resté le patient de Sir William Gill. À la vieille madame de Trémouillac, qui réveillée de bonne heure au matin, avait vu un squelette assis dans un fauteuil près du feu, plongé dans la lecture de son journal intime, et avait été condamné à garder le lit durant 6 semaines, en proie à une fièvre cérébrale, et s'était, une fois remise, réconcilié avec l'Église et avait rompu tout rapport avec le scandaleux et mécréant M. de Voltaire. Il se souvint de la terrible nuit où le pervers Lord Canterville avait été trouvé suffocant dans son cabinet de toilette avec un valet de carreaux coincé en travers de la gorge et avait avoué, juste avant de mourir, qu'il avait triché au jeu à l'aide de 7 cartes et extorqué chez Crockford 50 000 livres à Charles James Fox et juré ensuite que le fantôme l'avait forcé à l'avaler. Tous ces hauts faits lui revenaient en mémoire depuis le maître d'hôtel qui s'était tué d'un coup de pistolet dans l'office parce qu'il avait vu une main verte taper à la vitre, jusqu'à la belle Lady Stutfield qui était toujours obligée de porter un tour de cou en velours noir pour cacher la brûlure laissée par 5 doigts sur sa gorge blanche et qui avait fini par se noyer dans l'étang aux carpes à l'extrémité de l'allée royale. Avec l'égotisme enthousiaste propre aux vrais artistes, il passa en revue ses coups d'éclat les plus réussis et sourit amèrement au souvenir de sa dernière apparition dans le rôle de Ruben le Rouge ou le nourrisson étranglé, de ses débuts comme Gédéon l'Émacié, le suceur de sang de Bex-les-Morts, et la furore qu'il avait déclenchée par un beau soir de juin en jouant aux quilles avec ses propres os sur un court de tennis. Et, après tout cela, de misérables Américains modernes allaient se permettre de lui offrir du lubrifiant indien et de lui lancer des oreillers à la tête. C'était proprement intolérable. D'ailleurs, jamais aucun fantôme n'avait été traité de cette manière dans l'histoire. En conséquence, il résolut de se venger et resta jusqu'au jour immobile, plongé dans une profonde méditation.